d'autre chose. Parlons de quelque chose qui est pas mal aussi dans le paysage en ce moment. C'est qu'il y a eu hier lundi, eh bien le gouvernement avait convoqué qui? Eh bien ces pelés, ces galeux dont nous vient tout le mal. Meta, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube et ex-Twitter, bien sûr, ont été convoqués et Aurore Berger leur a fait la leçon. La mission qui m'a été confiée, a dit Aurore Berger, est de protéger la société et nos enfants de la haine. Les contenus racistes, antisémites, sexistes ou anti-LGBT qui prolifèrent sur Internet en font partie. Donc voilà, elle a réuni tout le monde, attention, et elle a ajouté, toujours Aurore Berger, voilà, attention, les proliférations de contenus en ligne, ces comptes diffusent des images de violence, de claques, de baffes devant des mineurs, ils font l'apologie du terrorisme. C'est vrai que les claques et les baffes, on les voit jamais dans Paris, on les voit jamais dans les manifestations, on les voit jamais nulle part, on les voit que sur les réseaux sociaux, voilà, et elle a terminé, toujours Aurore Berger, ministre de l'égalité, de chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le temps d'une responsabilité est révolu. Je ne suis pas là pour imposer un point de vue moral, mais pour rappeler le cadre légal qui s'applique aux réseaux sociaux. Le Digital Service Act, législation européenne toujours, voyez, comme l'harmonisation des taux de TVA, toujours la législation européenne. Voilà. Et Digital Service Act, ce n'est pas possible. Rappel à l'ordre et les plateformes auront jusqu'au 14 juillet pour formuler des réponses écrites claires à ces questions. Sinon, c'est pan cucu. Attention, hein, les plateformes. Ça va pas aller. Bonjour, Fabrice Ebelboin. Bonjour. Bonjour, vous êtes, je rappelle, enseignant à Sciences Po et cofondateur du Yogosha, et on vous reçoit toujours avec plaisir parce que ce domaine, vous le connaissez, vous le maîtrisez. Juste, Fabrice Ebelboin, avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire écouter quand même quelque chose d'intéressant aussi. Il n'y avait pas que Aurore Berger qui a parlé. Vous aviez effectivement en mars Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur TikTok. Écoutez, Gilles Babinet, lui, il va encore plus loin. Écoutez. L'enjeu, c'est un enjeu qui est fondamental pour la démocratie. Je ne pense pas que les réseaux sociaux, sous leur forme actuelle, soit compatible avec la démocratie. Et donc, on assiste à une altération extrêmement forte du débat démocratique, la montée des propos qui sont des propos à l'emporte-pièce et les propos articulés qui sont plus longs, plus complexes, plus difficiles à appréhender, ne sont absolument pas compatibles avec les algorithmes des plateformes qui n'y voient pas d'intérêt, tout simplement parce que eh bien, ça ne crée pas d'effet collant, ce qu'on appelle la stickiness en anglais, et donc à terme, le risque que seuls les gens qui ont des propos radicaux soient présents et que ça contamine évidemment, comme c'est d'ailleurs le cas, le débat public, le débat politique et finalement notre capacité à vivre ensemble. Voilà, carrément. Alors Fabrice Ebelboin, vous voyez, Gilles Babinet, lui, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les réseaux sociaux, dans leur forme actuelle, sont incompatibles avec la démocratie, en représentent un danger absolument non négligeable. Votre sentiment? On a un débat qui manque sur la notion de démocratie. Gilles Babinet a raison dans sa vision de la démocratie qui exclut la liberté d'expression, de la même façon que J.D. Vance, qui est un peu l'opposé, a raison dans sa vision de la démocratie qui s'appuie sur le premier amendement de la démocratie américaine qui est la liberté d'expression. Mais en France, on n'a rien d'équivalent au premier amendement de la liberté de la Constitution américaine. Il n'y a pas réellement de liberté d'expression. Elle est au contraire contingentée par plus de 200 lois qui interdisent de dire ça, 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 ce qui fait que, très concrètement, des experts ou des gens qui ont des opinions très modérées peuvent s'exprimer librement sans contrainte, parce que pour les experts, ils connaissent la loi, et pour les gens qui ont des opinions modérées, ils ne bousculent rien du tout. Oui. Mais tous les autres ont toutes les chances de se prendre les pieds dans le tapis d'une loi ou tout simplement d'une convention médiatique qui fait qu'on ne parle pas de certaines choses quand on s'exprime publiquement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer publiquement. Il n'y a pas besoin d'être un expert qui passe dans les médias. N'importe qui, avec un compte sur un média social,
peut donner son opinion, et ça, effectivement, dans la vision que défendent aussi bien Aurore Bergé que Gilles Babinet de la démocratie, ça n'est absolument pas compatible avec le système politique qu'ils appellent leur vœu. Oui, mais Fabrice Ebelboin, juste un mot, je croyais naïvement peut-être que là, ce n'était pas une question de version de la démocratie. Je pensais que au-delà, attention, au-delà de la présence ou pas d'un premier amendement, je pensais que la liberté d'expression était constitutive, je parle dans tous les sens éthiques du terme, de la démocratie, et que ça s'arrêtait quand on commençait la censure. Encore une fois, je ne parle pas des appels à la haine, etc. C'est quoi à ce moment-là? Si on considère que la démocratie n'inclut pas la liberté d'expression, sous le respect de la loi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on vit en France, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe dans tout un tas de pays qui sont malgré tout étiquetés comme étant des démocraties. La liberté d'expression n'est pas fondamentale de tous les systèmes démocratiques. C'est le fondamental des États-Unis, mais très objectivement, à ce stade, c'est les seuls. Et ils sont passés pas loin de l'abrogation du premier amendement, qui était très clairement quelque chose qui était poussé par le camp démocrate lors des dernières présidentielles. Oui, pour ce qui est de l'Angleterre, typiquement, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont arrêtées chaque année, et ce depuis des années et des années, pour avoir posté un statut sur Facebook qui n'était pas conforme à la loi. On n'en est pas là du tout en France, mais on en prend la direction. Et on prend la direction d'une censure qui est de plus en plus forte, qui est grosso modo la direction que prenaient les États-Unis en 2001-2002. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. On a des visions de la démocratie qui sont plurielles. La nôtre n'inclut pas la liberté d'expression, si ce n'est pour du personnel autorisé qui s'exprime dans les médias, et encore. Mais pour ce qui est de ce que Alexandre Jardin appelle les gueux, ils n'y ont pas droit. Ils n'y ont pas droit, sauf à ce qu'ils aient des opinions très modérées. Oui, conception intéressante de la démocratie quand même, Fabrice Ebelboin. Mais justement, avançons là-dessus. Est-ce que ce rappel à l'ordre, est-ce que effectivement le Digital Service Act, on en a parlé ensemble, est-ce qu'au fond on s'oriente vraiment vers une mise au pas, une liberté encore plus surveillée et encore plus réglementée ou formatée des réseaux sociaux? À votre avis? C'est compliqué parce que avant l'arrivée de Trump, le principe du DSA qui avait été négocié en partenariat avec les Américains consistait à déléguer le pouvoir de justice à ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. Chaque autorité, comme l'Arcom en France, nommait différentes associations qui elles-mêmes, à travers un processus tout à fait opaque mais très algorithmique, repéraient les contenus qui posaient problème, les remontaient aux plateformes, charge aux plateformes de les éliminer. Jusqu'ici, tout allait bien. Trump arrive au pouvoir et tout d'un coup le rapport de force s'inverse totalement. On n'a plus les démocrates qui sont tout à fait eux aussi pour l'abrogation du premier amendement et de la liberté d'expression. On a des républicains qui sont arc-boutés sur le premier comme le second amendement. Tout à fait. À partir de là, le rapport de force entre ces signaleurs de confiance qui remontent des informations à censurer aux plateformes ne se fait plus avec les plateformes mais avec le pouvoir américain ou le pouvoir chinois. Et c'est beaucoup plus compliqué de négocier avec une entreprise privée en la menaçant de centaines de millions d'euros d'amende si elle n'obtempère pas, que de négocier avec Donald Trump qui peut rétorquer avec Dieu sait quoi, des droits de douane ou allez savoir quoi. Quant aux Chinois, c'est à peine plus simple, peut-être plus simple finalement qu'avec Donald Trump, mais toujours est-il que ce bras de fer qui hier était pensé pour être entre la puissance européenne et des entreprises privées implantées sur le sol européen est aujourd'hui entre grandes puissances directement. Alors justement, et qu'est-ce que ça induit de ce point de vue, Fabrice Ebelboin? Juste un mot. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui l'Europe, enfin pour parler de l'Europe, vous avez bien décrit la situation aux États-Unis. Est-ce qu'on va aller? On a entendu un peu partout. On a entendu Thierry Breton, on a entendu beaucoup d'autres personnes, effectivement, avant Gilles Babinet et Aurore Bergé. Est-ce que ça veut dire que parce que ce qui m'a frappé, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comment vous appelez? Signaleur de confiance, c'est ça, contrôleur de confiance. Signaleur, voilà. Eh bien, vous savez que c'est intéressant dans la réunion qu'il y a eu hier, ils n'étaient pas là. Les associations chargées de signaler effectivement les excès entre guillemets. Est-ce qu'on va alors, à votre avis, quelle que soit effectivement la notion qu'on a de la démocratie, est-ce qu'on va en tout cas chez nous, en Europe et ailleurs, on va vers quelque chose qui va être encore plus contrôlé qu'avant ou pas, ou à votre avis ce sera un statu quo très difficile à tenir?
Ça dépend complètement de l'issue du bras de fer qui est en train de se tenir entre la puissance européenne et la puissance américaine. La puissance américaine, traditionnellement, impose sa vision de la démocratie à peu près tout le monde. Depuis Trump, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Il y a eu notamment un discours de Donald Trump fait à Riyad il y a une quinzaine de jours qui pose des choses de façon très claire. Ils ne vont titiller les États étrangers au sujet de la démocratie que dans leur proximité politique immédiate, c'est-à-dire très concrètement l'Europe. En dehors de l'Europe, ils n'ont pas trop d'ambition d'imposer un modèle démocratique ou que ce soit d'autre. Ça, c'est le discours de J.D. Vance à Munich qui date d'il y a encore 3 ou 4 mois. Mais sur ce point précis, pour ce qui est de l'Europe, ils comptent bien faire peser tout ce qu'ils peuvent pour imposer leur vision de la démocratie qui est totalement contraire à la vision qui s'est imposé en France, et que rappellent Aurore Berger et Gilles Babinet. Très justement, en France, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'est pas question de laisser une parole libre aux citoyens, le citoyen n'est pas suffisamment mûr pour avoir droit à la parole, et sa parole doit être totalement contingentée et censurée. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Bien avant les réseaux sociaux, on a multiplié les lois qui censurent la parole du citoyen. Rappelons que aux États-Unis, un gouvernement qui censure la parole du citoyen, c'est une violation de la Constitution. Donc on a des visions extrêmement différentes entre l'Europe et les États-Unis, et la France en particulier, et les États-Unis. Une loi comme la loi Guesso serait anticonstitutionnelle aux États-Unis, une loi comme le PSA serait anticonstitutionnelle aux États-Unis. C'est deux cultures politiques radicalement différentes. Le problème, c'est qu'on a été colonisé, entre autres avec les réseaux sociaux, mais pas que, toutes les technologies nous ont colonisés, qu'on est aujourd'hui une colonie numérique, que les médias s'étant effondrés d'un point de vue confiance, l'opinion publique se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans un territoire étranger. Ouais, mais merci de Fabrice Ebelboin, très éclaircissement qui valait vraiment la peine d'être rappelé, et merci, à bientôt. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, pour une fois, Sud Radio devient The Voice. Oui, nous allons remplacer The Voice, car nous avons vocation, nous aussi, à découvrir des chanteurs et des chanteuses qui frappent par leur génie. Eh bien, nous en avons découvert 2. Oui, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, 2 chanteuses. Et vous allez voir, franchement, vous allez écouter pas très longtemps, parce qu'on n'a pas on n'a pas la durée de The Voice. Mais vous allez écouter, vous allez voir, vous allez être absolument ébahi. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, laissez-nous chanter. C'est tellement beau de chanter, c'est tellement formidable. Eh bien, justement, vous allez écouter la première chanteuse que nous avons découverte vraiment, là, par hasard. Et elle nous a scotché. Écoutez. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est bien sûr la chanson de l'ours Balou dans le livre de la jungle. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. Prends garde, sous mon sein la grenade. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Voilà, c'est fini. La météo de Sébastien Thomas, encore lui. Allez, j'arrête. Mais non, Anne-Sophie Lapix. Mais il fallait pas arrêter comme ça, on était sous le charme. Voilà, c'était Anne-Sophie Lapix en plein journal télévisé de France 2, jeudi dernier, le journal de 20h. Et ben voilà, écoutez, elle a décidé de chanter, mais je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que les présentateurs, présentatrices des journaux télévisés devraient commencer par chanter. Parce que quand on a un talent pareil, mais il faut pas hésiter, il faut se faire connaître. Moi, je vous assure, vous me direz ce que vous en pensez, mais Anne-Sophie Lapix, vous imaginez, elle a chanté Aznavour, elle a chanté tous, c'est magnifique, et il n'y a pas qu'elle. Auditeurs de Sud Radio, nous allons aussi découvrir une chanteuse extraordinaire. Alors elle, c'est très simple, il a fallu aller jusqu'au Kenya pour l'entendre.
Londres, oui, c'était au Kenya, se produisait au Kenya, dans une boîte privée extraordinaire, avec un parterre formidable. Écoutez, alors c'est vraiment, ça c'est vraiment pour nous une découverte. Haïti, je me sens Bruno Cocatrix, je me sens Olympia, je me sens je ne sais pas. Écoutez. N'importe qui, ce fut toi, je te vis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pourtant. Oh, Champs-Élysées, bada. Oh, Champs-Élysées, bada. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Thank you. Mais bravo, vous avez vu une découverte? A Star is Born, une étoile est née. Eh bien, qui c'est? Eh bien sûr, notre maire, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était pour la 2e édition de l'Assemblée ONU Habitat. Elle était à Nairobi, au Kenya, et elle a interprété évidemment Joe Dassin, les Champs-Élysées. Hein. C'est magnifique. Je vais vous dire, moi je suis heureux parce qu'elle a traité Joe Dassin comme elle a traité Paris, et ce n'est pas une mince affaire. Bravo, c'était très bien. Et voilà, Anne-Sophie Lapix et Anne Hidalgo, on en entendra parler encore longtemps. Évidemment au Music Hall, plutôt. À bientôt. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Verser le sang de mon sang. Aucun Dieu ne m'apaisera. Michel Sardou, aucun Dieu ne m'apaisera, je suis pour. Vous savez, on parle justice, juste rapidement encore, ce que certains osent appeler encore fait divers, voilà. L'Afghan âgé de 16 ans qui a tué Matisse, 15 ans, lui, en avril 2024, vient d'être jugé et condamné ce mercredi 28 mai, donc il y a quelques jours, par le tribunal pour enfants de Châteauroux à 8 ans de prison ferme. L'auteur des faits risquait une peine maximale de 15 ans de prison en raison de sa minorité, mais le tribunal a retenu une altération de son discernement. Voilà, il tue un mineur, c'est 30 ans de prison ferme. Oui, mais comme il est lui-même mineur, c'est ramené à 15 ans, excuse de minorité. Oui, mais le tribunal a retenu une altération du discernement au moment des faits. Le meurtrier est considéré comme psychotique, en isolement affectif, c'est ramené à 10 ans max. Le parquet retire 10 ans, le parquet avait requis 10 ans. Le tribunal a retenu 8 ans de prison ferme. Il sort dans combien de temps, à votre avis? 4 ans? 5 ans? Voilà, un Matisse, un jeune enfant poignardé à mort au pied d'une barre d'immeuble. Voilà, motif de cette agression sauvage, eh bien, Matisse aurait critiqué un morceau de rap écrit par l'autre adolescent. Eh bien, vexé, l'autre a dit, voilà, on va en découvrir au pied d'immeuble. Et voilà, il est allé chercher un couteau et il a poignardé Matisse à plusieurs reprises. Voilà, il avait été interpellé déjà, il avait eu des problèmes, etc. Il avait été placé sous contrôle judiciaire, mais évidemment les contrôles judiciaires étant ce qu'ils sont, nous avons ceci. Voilà, un adolescent de 15 ans mort à coups de couteau, un autre adolescent qui l'a tué, qui l'a poignardé, eh bien il a 8 ans, et puis écoutez, on verra dans combien de temps il va sortir. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la justice, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Sans savoir ce qui s'est passé il y a 3 jours, du côté de la Russie, et toujours dans cette guerre qui dure maintenant depuis 2 ans et demi, de février 2022, nous sommes en juin 2025, et il s'est passé, vous savez, cette attaque massive de drones qui aurait détruit un certain nombre de bombardiers nucléaires à l'intérieur de la Russie. On disait que c'était plié, on disait que c'était fini. Apparemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est le moment où sort le livre de Jacques Beau, Guerre secrète en Ukraine, aux éditions Max Milo. Alors Jacques Beau, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Nous l'avons toujours reçu avec plaisir ici. Je rappelle quand même, pour vous spécialiser pays de l'Est, il a été membre du service de renseignement stratégique suisse et chef de la doctrine des opérations du maintien de la paix des Nations Unies.
Surtout, il faut le savoir et le rappeler, qu'au sein de l'OTAN, il a participé à des programmes en Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan, entre 2014 et 2007, et il a déjà écrit plusieurs livres sur le sujet. Et là, c'est intéressant, Jacques. Alors, évidemment, le chapitre d'hier, vous ne l'avez pas écrit, ça s'est passé il y a 3 jours. C'était un peu difficile de rattraper ça. Évidemment, on aurait pu demander à Max Mulot de retarder, mais c'était pas le moment. Donc, mais en revanche, et c'est vrai, que ce qui s'est passé est très éclairé par votre livre que j'ai lu, et effectivement cette espèce de guerre sans fin, d'ailleurs vous remontez à 2014, vous remontez même bien avant, mais là je voudrais déjà qu'on parle de ce chapitre inédit des guerres secrètes en Ukraine. Est-ce qu'à votre avis ça change la donne ou pas, ou qu'est-ce que, comme ça, sans faire des prédictions, quel est votre sentiment sur quelque chose qu'on n'attendait pas, en tout cas une attaque aussi massive? Or, effectivement, vous avez raison de le rappeler, cette attaque de dimanche passé s'inscrit un peu dans la continuité de ce que j'écris dans mon livre. Et pour ceux qui voudraient avoir l'explication du contexte, etc., dans mon livre, je l'ai décrit de manière détaillée. Mais tout à fait, oui. Non, elle ne changera pas la donne, pour répondre à votre question. Elle ne changera pas la donne. Et ça témoigne d'ailleurs de quelque chose que je mets en évidence dans mon livre. C'est la philosophie des opérations clandestines entre la Russie et l'Ukraine. En Ukraine, on a cette idée de faire des opérations qui sont finalement plus pour satisfaire l'opinion publique occidentale que pour des résultats tangibles sur le terrain. Et comme on peut l'observer, cette opération, qui est d'ailleurs une opération parfaitement bien organisée. Ah oui, réussi quand même. Ils ont pénétré à l'intérieur de la Russie. Sur le plan technique, c'est une opération assez magistrale, il faut le dire, parce qu'arriver à mettre en place des réseaux, ça a quand même duré plus de 18 mois. Il a fallu mettre en place des réseaux. Mais comment ça s'est passé, à votre avis? C'est intéressant d'en parler. Déjà, il a fallu apporter les armes, les drones, etc. Ça implique qu'il faut d'avoir des réseaux sur place, des gens qui soient capables de réceptionner tout ça, de mettre, si vous voulez, l'affaire en musique, si j'ose dire. Et ça probablement qu'il y a des complicités, peut-être qu'il y a des gens qui ont été soudoyés, peut-être, etc., etc. Donc on est dans le registre. Rien que pour le transport, rien que pour le transport, rien que pour l'acheminement en Russie du matériel nécessaire. Ce qui n'est pas complètement nouveau, puis je vous rappelle que le premier attentat qu'il y avait eu contre le pont de Kerch en 2022, c'était un camion explosif, d'ailleurs, qui avait explosé sur le tablier du pont. Eh bien, on avait eu un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'il a fallu infiltrer le camion avec l'explosif en passant par l'Asie centrale, etc. Donc, c'est pas simplement un passage de l'Ukraine à la Russie. Il a fallu faire tout un détour, et c'est probablement des cheminements semblables qu'il a fallu utiliser pour amener les drones sur place. Mais après tout ça, il faut naturellement avoir les containers avec la technologie nécessaire, parce que les drones étaient emmagasinés dans les faux plafonds des containers avec un faux toit qui devait s'ouvrir à un moment donné et qui devait ainsi libérer les drones qui, eux, étaient pilotés depuis l'Ukraine apparemment. Certains disent depuis l'intérieur de la Russie. C'est possible. Toujours est-il que ces drones ont été pilotés à distance. Donc ça veut dire quand même qu'il faut avoir déjà des pilotes. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans cette affaire, donc ça veut dire que chaque drone était piloté par quelqu'un, donc ça veut dire à peu près 150 opérateurs qui étaient en coulisses. Donc ça demande quand même un certain degré de coordination. Et puis ils savaient tout l'emplacement des bombardiers, etc. Alors effectivement, ils ont dû, que c'est des appareils comme des drones qui filment en même temps où ils sont, donc ça permet de localiser les objectifs, mais il y avait certainement l'assistance d'imagerie satellitaire et des choses comme ça pour localiser exactement l'emplacement des avions. Et puis, il a fallu quand même, finalement, dans la discrétion, sur 18 mois, mais ces derniers jours, il a fallu acheminer les camions jusqu'à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne, hein, puisqu'il y a eu 5 bases qui ont été touchées. 4000 km, en fait. La dernière, la plus lointaine, celle d'Amour, qui est Ukrainka, la base aérienne d'Ukrainka, qui est là-bas. Elle est à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne. C'est dans l'oblast de l'Extrême-Orient.
Oui. Hein, on est presque sur la côte pacifique. Sur la côte, oui. Donc ça veut dire que il faut avoir aussi la technologie ou la technique pour pouvoir piloter les drones sur cette distance. Ça n'est pas. Oui, et puis la reconnaissance des objectifs, etc. La reconnaissance des objectifs. Donc, il a fallu faire ça quand même sur des distances considérables. Alors, c'est vrai que ça a pris son temps, mais disons techniquement, c'est une opération qui est assez magistrale. Il faut en convenir. Est-ce qu'elle a été efficace partiellement, puisqu'on sait qu'il y a des camions qui n'ont pas fonctionné. Ils n'ont pas libéré leurs drones. Il y en a certains qui ont été interceptés par la population, parce que quand les gens ont vu qu'il y avait des drones qui sortaient des containers, eh bien les gens sont intervenus, ont essayé de bloquer le mécanisme. Il y en a certains qui ont essayé d'ouvrir les containers, et là ils ont déclenché un mécanisme d'autodestruction qui a provoqué l'explosion des containers. Il semblerait que des conducteurs de camions, puisque c'est des conducteurs qui avaient été payés pour la circonstance, donc c'est pas des gens des services, si j'ose dire, c'est des gens qui savaient pas ce qu'ils transportaient, et apparemment, en tout cas, un des conducteurs a voulu voir ce qu'il transportait, et le mécanisme d'autodestruction du container s'est mis en marche, donc ça a détruit le container. Je sais pas si la personne a été blessée ou pas. Enfin, voilà, donc il y a eu quand même quelques pannes. Néanmoins, il a fallu quand même s'approcher de ces 5 bases qui sont entre Mourmansk, pour celle qui est le plus au nord, celle d'Ivanovo qui est à l'est de Moscou, celle de Ryazan qui se trouve au sud-ouest de Moscou, et celle de Irkoutsk qui est celle dont on a le plus d'informations, à vrai dire. La plupart des images qu'on a sont celles qui sont des images qui étaient prises sur la base aérienne de Irkoutsk, qui est en Sibérie, et puis la plus éloignée, c'est celle d'Amour, sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations. Mais alors Jacques Beau, qu'est-ce que ça dit déjà, parce que c'est quand même, comme vous dites, c'est sûrement pas Pearl Harbor, encore que on souhaite que ça ne finisse pas comme Pearl Harbor par rapport au Japon, mais qu'est-ce que ça dit de l'Ukraine? Alors là, on revient à votre livre et aux guerres secrètes. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'Ukraine, et qu'est-ce que ça dit de la Russie? Parce que beaucoup de gens disaient, mais écoutez, c'est plié, c'est fini, que l'Ukraine soit encore capable, c'est intéressant, de faire ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que ça dit donc de l'une et de l'autre partie en présence? Alors, ça dit de l'Ukraine, d'abord, il faut bien comprendre que l'Ukraine a finalement dépensé des ressources énormes pour cette opération, y compris de retirer d'ailleurs des agents qui étaient déployés en Ukraine même, sur le front, en quelque sorte, pour les déplacer à l'intérieur de la Russie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dégarni un petit peu leur capacité en Ukraine pour faire quelque chose qui est certes spectaculaire, qui a certes été bien mené, mais qui reste qu'un événement de relations publiques en réalité. Parce que ça n'a absolument aucun impact sur la situation en Ukraine même. Aucun impact militaire. Aucun impact militaire, et pas vraiment même politique non plus, parce que on a dit au début qu'il y avait 40 avions, 30% de la capacité nucléaire qui avait été détruite. En réalité, il semble qu'on soit bien en deçà de ça, et qu'aujourd'hui, alors les chiffres officiels, je ne les ai pas vus, et je ne sais pas s'ils ont été d'ailleurs publiés, mais grosso modo, on est aujourd'hui entre 6 et 13 avions qui auraient été endommagés. Et non pas les 40 bombardiers. Mais certainement pas les 40 bombardiers. Et quand bien même les 40 bombardiers auraient été touchés, ça n'affecte pas directement la capacité nucléaire russe, qui est essentiellement une capacité par missile, en réalité. Donc, on touche que marginalement la capacité russe. Alors, c'est certainement, pour la Russie, c'est comme on dit en anglais, un embarrassment. C'est évidemment gênant. C'est un camouflé, quand même, non? C'est un peu un camouflé quelque part. Quoique, de nouveau, il faut bien, quand on fonctionne, moi-même j'ai été formé dans les services britanniques aux questions de guérilla, je l'ai formé aussi en Suisse sur ces questions-là d'ailleurs. À l'époque, on pensait aussi mener des opérations de partisans, des choses comme ça. Vous apercevez que quand vous voulez déclencher une opération comme ça, si vous avez la détermination et du temps, simplement ça, détermination et du temps, vous arrivez toujours à quelque chose. Toujours. Et d'ailleurs, on voit que même des pays qui sont fortement sécurisés, etc., ont quand même des attentats terroristes et des choses comme ça. Donc, le problème,
Oui, naturellement, c'est quelque chose. C'est le terme allemand, c'est unschön. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de très net. Mais c'est pas. De nouveau, je pense que n'importe quel pays, si quelqu'un voulait faire la même chose en France ou en Angleterre, aux États-Unis, il pourrait le faire. Vos propos viennent me dire, en fond, ce n'est pas le Pearl Harbor, n'est évidemment pas la bonne comparaison, mais ce que vous venez de dire, Jacques Beau, me fait dire que c'est peut-être, mais sans du tout comparer, le 11 septembre 2001 et les tours n'ont pas mis en question la capacité de l'Amérique. Oui. C'est un peu ça. Ça a été énorme. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un phénomène évidemment très médiatique, une opération réussie aussi pour le 11 septembre, quoi qu'on en dise, mais qui en définitive n'a pas eu l'impact sur les États-Unis pour le 11 septembre, mais oui, sur la Russie ici. Alors c'est évidemment gênant parce que on est un peu pris au dépourvu quelque part. C'est pas quelque chose qu'on veut. On peut reprocher, les services secrets auraient dû savoir, etc. Moi, je viens du renseignement. La principale faille d'un service de renseignement, c'est pas de ne pas savoir, c'est de ne pas comprendre. Mais c'est ça. Oui, on ne peut pas tout savoir, mais il faudrait comprendre. On ne peut pas tout savoir, mais il faut comprendre. Et d'ailleurs, intelligence en anglais vient du latin intellegere, qui signifie comprendre. L'essence du renseignement, c'est la compréhension, c'est pas le savoir. Il y a des tas de choses qui peuvent vous échapper. Eh bien, on va continuer à en parler, et là, on va parler de ces guerres secrètes en Ukraine, tout ce qui a préparé ça, tout ce qui est en train d'ailleurs de continuer, de perdurer. Avec Jacques Beau, restez avec nous, c'est passionnant. À tout de suite. Studio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. L'un des épisodes les plus retentissants, en tout cas le plus récent des guerres secrètes en Ukraine, c'est ce qui s'est passé effectivement il y a 3 jours. On vient d'en parler longuement avec Jacques Beau. Alors, guerre secrète en Ukraine, le livre que vous publiez aux éditions Max Milo, Jacques Beau. Revenons à ça. En fait, on a commencé par parler de ça. Vous disiez, au fond, quel est, depuis le début, et encore une fois depuis avant 2022, les guerres secrètes à l'ukrainienne, les guerres secrètes à la russe. C'est pas du tout la même chose, en tout cas, il y a quelles seraient, alors, en table, quelles seraient les différences, quelles sont les lignes rouges? Alors, disons que les grands axes de ces guerres, c'est que les Russes voient la guerre clandestine comme la partie, un élément de la guerre en général. Donc, ils ont une compréhension holistique de la guerre. Tout doit participer, c'est dans le même tuyau, si vous voulez. Oui, quelles que soient les formes. Quelles que soient les formes. La diplomatie, l'économie, la guerre clandestine, la guerre physique, tout ça doit aller dans la même direction. Il doit y avoir une cohérence dans tout ça. Pour les Ukrainiens, le problème est un tout petit peu différent, en particulier depuis 2022. Et je vous rappelle que c'est en 2023 qu'on a entendu les premières ébauches de cette idée que, n'ayant pas de succès sur le terrain, il fallait en fait créer une sorte de front à l'intérieur de la Russie. Comme disait Zelensky lui-même, il faut que la population russe sente la guerre. Ah oui, c'est ça. Ressentent la guerre. Et par conséquent, qu'elle se sache pas épargnée. Voilà, ouais. C'était parce que la finalité des Ukrainiens dans ce conflit, c'est que pas seulement que la Russie s'affaiblisse, mais que le régime de Vladimir Poutine s'effondre. Par conséquent, qui était le vœu des Américains. C'était le vœu des Américains, bien sûr. Et c'est ce que vous voulez. Et pour une raison très simple, c'est que tant que la Russie existe comme elle est, et tant qu'elle reste un adversaire, disons, digne de ce nom, eh bien, l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN. Il lui faut vaincre cet adversaire pour que la porte de l'OTAN s'ouvre. C'est ce qu'avait dit Oleksiy Arestovitch le 18 mars 2019, n'est-ce pas, dans cette fameuse interview qu'il avait fait. Et le but de l'Ukraine, c'était de rentrer dans l'OTAN, même beaucoup plus que l'Union européenne. C'est exactement. Ah oui, bien plus. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça. Enfin, c'était en tout cas ce que Zelensky voulait. Les prédécesseurs visaient plutôt l'Union européenne parce que c'était la garantie d'une prospérité. D'une certaine mesure. Sûr, économiquement et autres, oui. Zelensky, lui, il a en fait la perspective de ses sponsors, si vous me passez l'expression, même si le terme étant quand même un peu
enfin, le terme sponsor n'est pas le bon terme, mais ces sponsors en Ukraine qui sont les ultranationalistes. Pour eux, c'est pas la question de la prospérité. L'Ukraine sera prospère à partir du moment... L'Ukraine indépendante, souveraine, etc. Voilà, etc. exactement. Et par conséquent, il faut pouvoir s'adosser à l'OTAN. Et c'est ça qui est pour ça que c'est devenu plus important même que l'Union européenne. Et d'ailleurs, rappelez-vous, les Russes ne sont jamais opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui. C'est à l'OTAN qui s'était opposé formellement, bien sûr. Et qui continue à l'être, d'ailleurs, puisque c'est une des conditions qu'ils ont évoquées pour la prise d'un dialogue avec l'Ukraine. Donc, pour l'Ukraine, c'est ça. Il faut affaiblir la Russie, il faut que son régime s'effondre, en quelque sorte, de telle manière à ce que cette menace russe disparaisse. Mais Jacques Beau, ils n'en sont plus là aujourd'hui. Ils pensent toujours, à votre avis, que le régime russe peut s'effondrer Je pense que c'est devenu... Alors, au départ, c'était par les sanctions. C'est pour ça qu'il y a eu les sanctions massives. Rappelez-vous ce que disait Bruno Le Maire. C'était ça l'objectif, c'est de faire s'effondrer. Mais le système ne s'est pas effondré. Donc, il y a eu une réunion, d'ailleurs je cite dans mon ouvrage, il y a eu une réunion à Washington avec les chefs des services secrets ukrainiens et américains, avec la CIA. Ça s'est d'ailleurs passé dans une annexe de la CIA. Pas les Européens n'étaient pas là. C'était entre... Pas ma connaissance, c'était américain et américain. Oui. Et là, les Ukrainiens ont dit qu'ils allaient passer à des stratégies dites asymétriques. Autrement dit, dans le langage courant, ça veut dire passer à des actes de terrorisme, etc. Et c'est là où on a eu les attentats, Crocus et autres, un peu partout. L'hôtel aussi, le fameux hôtel à Moscou, etc. Voilà, exactement. Et il s'agissait là de déstabiliser, de créer en fait une crise politique à l'intérieur de la Russie et de provoquer finalement l'effondrement non pas par l'économie, mais par la politique, en quelque sorte. Et c'est là où ça devient très pervers, parce que ça veut dire qu'on cible la population civile, du coup. N'est-ce pas ? Bien sûr. Et vous avez eu les attaques contre Belgorod. Probablement qu'une partie de l'attaque, enfin intellectuellement parlant, une partie de l'attaque sur Koursk avait aussi ça comme arrière-plan. C'est-à-dire faire montrer à la population russe qu'elle n'était pas à l'abri de la guerre. C'est ça. N'est-ce pas ? Faire mal à la population, qu'elle sente le danger. Tout à fait. Donc on est dans deux philosophies qui sont très différentes des actions clandestines. Et on voit, les Russes sont très actifs sur le plan clandestin, mais sur le théâtre des opérations ukrainiens. N'est-ce pas ? Donc eux, ils encouragent des mouvements de résistance, des choses comme ça. Et vous avez effectivement en Ukraine, alors évidemment nos médias n'en parlent pas beaucoup parce que ça montrerait exactement l'inverse de ce qu'on voulait montrer au début du conflit. Je vous rappelle que quand la Russie a déclenché son opération militaire spéciale, on disait qu'il allait y avoir une résistance ukrainienne et puis que les Russes... En fait, cette résistance, il y a eu quelques poches de résistance, je les mentionne dans mon livre, mais elles ont très rapidement disparu. Et aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que la résistance, elle est dans la partie kievienne, si j'ose dire. Oui, dans la partie, la partie dominée par Kiev, à l'ouest. Mais pas dans le Donbass. Mais pas dans le Donbass, et pas dans les parties occupées par la Russie. C'est ça qui est assez frappant. Et que cette résistance contre Kiev, dans les parties de l'Ukraine qui sont sous contrôle de Kiev, elle est d'une part animée par les Russes et soutenus par des forces spéciales russes, etc., qui sont aussi là, mais aussi par les Ukrainiens maintenant. Vous avez une résistance ukrainienne contre Kiev. Et ces mouvements de résistance existent vraiment, fortement. Oui, tout à fait. Ils mènent des actions régulières contre, par exemple, les wagons de munitions qui viennent de Pologne et qui amènent la munition vers le front. Eh bien, vous avez des attentats tout proche de la frontière polonaise, d'ailleurs. Donc on est vraiment tout à l'ouest de l'Ukraine. Et ça, c'est vraiment des groupes totalement ukrainiens, mais qui coopèrent avec des groupes de résistance russes dans les zones qui sont plus au centre du pays. Et c'est assez frappant de voir que même des zones comme Odessa, par exemple, vous avez des différents groupes, et vous avez des groupes ukrainiens et des groupes russes, donc des groupes de résistance ukrainiens et des groupes de résistance russes qui coopèrent dans toute cette zone jusqu'à Nikolaïev, etc. Donc on a aujourd'hui une résistance qui s'organise, et ça c'est davantage dans la perspective des services secrets russes, si vous voulez. Donc on appuie
de leurs opérations militaires. Mais ils vont pas s'amuser. Tout ce qu'on a vu et ce qu'avait cité Emmanuel Macron, qui avait eu, par exemple, des opérations de rackets ou de ransomware, donc des rançons sur des hôpitaux quelque part en France. Les Russes s'amusent pas à ça. Ça n'a aucun effet sur la fameuse ingérence russe dans un certain nombre de... on a encore parlé de ça là dans les manifestations d'il y a 2 jours, mais ça c'est encore autre chose. On va continuer d'en parler parce que ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est au fond, parce que ça, tout le monde est concerné par ça, mais c'est... Vous avez eu la perspective aussi, on ne s'était pas vu depuis, des mouvements de troupes. On va envoyer nos troupes en Ukraine pour sauvegarder la paix, etc. Starmer, moi, Mélanie, évidemment, Starmer, Merz et Macron. Et qu'est-ce que ça donne, effectivement? Et surtout... parce que tout le monde aujourd'hui attend une réponse russe. M'étonnerait qu'ils laissent passer ça comme ça. Mais en même temps, les négociations ont eu lieu. Vous avez vu qu'ils se sont vus à Ankara. On va continuer à parler cette guerre secrète en Ukraine. En fait, ce qui est intéressant dans le livre de Jacques Beau et que vous lirez, c'est qu'une partie se passe à ciel ouvert et l'autre partie dans l'ombre. Et c'est cette espèce de dialectique entre l'ombre et la lumière qui est très intéressante là. On se retrouve dans quelques minutes et si vous voulez questionner des questions à Jacques Beau, 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. C'est l'édition Max Milo. Et vraiment, ça dit beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de vivre. Et surtout, vous savez, et vous le savez, Jacques Beau, il y a dans la guerre aussi l'auberge espagnole des fantasmes. C'est cette guerre-là aussi, qu'elle soit guerre de l'image, guerre de l'ingénierie sociale, guerre du management par le chaos et par la peur, etc. Est-ce qu'à votre avis, alors justement, dans ces guerres secrètes, je voudrais peut-être parler de ces dimensions. Cette dimension, je dirais, d'ingénierie sociale, de psychologie, de psyop, ça joue toujours un rôle essentiel et peut-être de plus en plus essentiel. Alors, le conflit ukrainien a cette particularité. Dans toutes les guerres, il y a eu de la guerre psychologique, il y a eu de la propagande, il y a eu des désinformations, etc. La particularité de ce conflit, c'est que la guerre de l'information ou la guerre de l'influence a pris une place centrale du conflit. Centrale, oui. Centrale, oui, parce que, et en tout cas centrale du point de vue occidental Ukraine. Pourquoi? Parce que, très rapidement, de nouveau, il faut bien suivre les événements, il faut comprendre ce que disent les événements. Le 25 février, c'est-à-dire le lendemain du début de l'opération, Zelensky comprend qu'il est parti dans quelque chose qui le dépasse. Et ce jour-là, ce 25 février, il téléphone au ministre des Affaires étrangères suisse pour lui demander d'organiser une conférence de paix. Ah oui, donc 3 jours après. Un jour après. Et la conférence n'aura pas lieu, mais elle lancera, l'idée, si vous voulez, sera prolongée dans le premier cycle de négociations qu'il y aura à la frontière du Bélarus, à Gomel. Qui sera court-circuité par l'Union européenne, d'ailleurs, qui dira à Zelensky, on ne parle pas avec les Russes. Voici 450 millions d'euros pour acheter des armes, mais on ne parle pas avec eux. Mais c'était avant Boris Johnson, ça. C'est avant Boris Johnson, c'est 3 semaines avant. Intéressant. Mais Zelensky, 2 semaines avant, il comprend que les choses ne vont pas s'améliorer. Et c'est pour ça qu'il revient à la charge. Et c'est lui qui demande aux Russes d'avoir un nouveau cycle de négociation. C'est lui qui l'a demandé. Et c'est lui qui a demandé. Et les propositions qui a eu lieu, qui sont arrivées sur la table en fin mars, début avril, viennent de l'Ukraine. Et la proposition a d'ailleurs été signée par la délégation ukrainienne avant même qu'elle soit signée par les Russes. D'accord. Vous voyez ? Et c'est là où Boris Johnson, mais pas seulement lui, la France et l'Allemagne étaient derrière, puisque l'Allemagne et la France ont demandé à la Russie, en signe de bonne volonté, de retirer leurs forces, des forces russes de la région de Kiev. Oui, où ils étaient entrés à 25 000, et on a dit aussi, oui, ils n'ont pas été capables de prendre Kiev. C'était pas le but. Non, ils n'ont jamais voulu prendre Kiev. En revanche, ils ont certainement voulu faire une pression sur le gouvernement, et
il y a une raison opérative à ça, c'était pour figer les réserves ukrainiennes pour pas qu'elles aillent vers le Donbass. C'est ça. Donc, pour les bloquer. Donc il y a deux objectifs à ça, si vous voulez. Donc Johnson fait ce qu'il a à faire. Johnson fait. Quand à peine les Russes se sont retirés de Kiev, que les Européens sont venus. C'est la demande des Allemands et des Français que les Russes sont retirés de Kiev. À peine les Russes se sont retirés, qu'on a dit bon, allez, on retire tout, on retire nos billes. Et à ce moment-là, Boris Johnson a demandé finalement à Zelensky d'échanger la paix contre un soutien pour aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ça. Et en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, vu avec le recul, c'est que Zelensky a échangé la paix contre une promesse qui ne pouvait pas être tenue par les Européens, parce qu'on le voit aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens des promesses qu'ils ont faites. Parce qu'eux, ils avaient dit, jusqu'au bout, on vous soutient, allez-y. Ils avaient dit, no limits, quoi. Pourtant, aussi longtemps qu'il le faudra. Ouais. Donc, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, des gens comme Zelensky doivent sérieusement se mordre la langue parce que ils ont les doigts, parce que il a vraiment fait un pacte avec le diable quelque part. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même assez hallucinant. Enfin, ça en dit long. Mais bon, on va pas revenir avec des si, mais ça en dit long quand même sur ses capacités visionnaires. Hein. Alors, ça, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que quand j'entends souvent des interviews, on dit « Ah, mais on sait ça seulement depuis 2024 ». C'est pas vrai. Et si vous lisez mon livre Opération Z, d'ailleurs, c'est déjà dans mon livre, il est paru à la fin de 2022. Parce que c'est la presse ukrainienne qui a dit ça. La presse ukrainienne, à ce moment-là, dit le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. La presse ukrainienne, oui. La presse ukrainienne, Ukrainska Pravda, qui dit le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. Par conséquent, on voit que tout ce qui s'est construit depuis a dû se créer sur un narratif, puisque les Ukrainiens ne sont pas des imbéciles, ils voient ce qui se passe. Donc, pour continuer dans cette fantaisie d'une éventuelle victoire contre la Russie, eh bien, il faut maîtriser le narratif. Et c'est pour ça que le narratif est devenu, en Occident, et en Ukraine d'ailleurs, un élément central de la stratégie. Et continue de l'être. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Absolument. C'est-à-dire que quand on écoute les télévisions françaises ou autres, enfin, on c'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'on reste pris par ce narratif. On reste là-dedans. On n'en est pas sorti. Y compris nos dirigeants. Et surtout nos dirigeants. Alors, ils commencent à comprendre quand même qu'il y a une sorte de dissonance cognitive, parce qu'ils s'aperçoivent que la réalité du terrain ne montre pas l'affaiblissement de la Russie, etc. Donc, maintenant, on est dans une phase où on est dans une phase de déni. Déjà, ça commence par là. On le voit très bien avec Emmanuel Macron, Keir Starmer, Merz. Enfin, c'est toujours le même trio, à vrai dire, qui est dans une phase de déni, littéralement, et où on pense, sans savoir comment d'ailleurs, que la guerre doit continuer parce que la Russie ne peut pas gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas gagner? Parce que matériellement, elle peut gagner. Donc, oui, mais c'est intéressant parce qu'il répète, oui, négociation, oui, tout ce qu'on veut, mais pas avec une Russie victorieuse. Il faut que la Russie s'arrête. Alors, très bien, mais où et quand? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Précisément, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Et même la notion de victoire n'a jamais été définie. Qu'est-ce qu'on appellerait victoire? Parce qu'aujourd'hui, très clairement, vous prenez le problème dans le sens que vous voulez, c'est la Russie qui tient le couteau par le manche en Ukraine. Quel que soit le cas de figure. Donc, et ce n'est pas ce qui s'est passé avant-hier qui va changer la donne. Ça ne change rien du tout. C'est désagréable pour les Russes et ça montre peut-être des vulnérabilités ou des failles de sécurité. Mais rien de plus. Ça n'affecte pas du tout les capacités russes sur le terrain. Par conséquent, on est dans une situation où on a des Occidentaux et même des Ukrainiens d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment d'objectif de guerre. Ils ne savent pas où ils vont. Naturellement, on dit les Ukrainiens veulent récupérer les terres perdues. Ça, je veux bien le comprendre, et on peut le comprendre, on le comprendrait bien si on était ukrainien. Mais comment? C'est pas la question. Oui, il faut que l'objectif soit réaliste. Il faut qu'il corresponde à une réalité potentielle. Or, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Oui, alors Jacques Beau, parlons avant, on parlera des États-Unis plus tard, mais parlons alors quand même, essayons d'expliquer au-delà de la psychologie, je n'irai pas primaire, parce que c'est pas le problème, mais essayons d'expliquer quel est l'intérêt de monsieur Macron de France, de monsieur Merz d'Allemagne et de monsieur Starmer d'Angleterre, de dire non, on va faire d'abord, effectivement, on peut envoyer des troupes, éventuellement dans tel cas,
On va continuer à donner des milliards, des dizaines de milliards, très bien, parce que c'est l'avenir de l'Occident qui est en jeu, enfin, de la civilisation occidentale, selon certains. Mais quel est franchement leur intérêt? Alors, je veux bien qu'ils vivent dans un métaverse ou dans un narratif, enfin, à ce point, c'est quand même assez interrogatif, c'est un sujet d'interrogation. Tout à fait, absolument, vous avez tout à fait raison. Et il y a deux choses, il y a deux explications. La première, c'est que on a des médias qui continuent à propager l'idée que l'Ukraine pourrait vaincre. Et Lindsey Graham, d'ailleurs, il y a 2 jours, a dit que le sénateur républicain américain qui a dit que l'Ukraine peut vaincre. Donc on ne voit pas très bien ni comment, ni qu'est-ce que ça recouvre, mais voilà, donc on reste quand même avec des gens qui pensent ça. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, qui est peut-être plus, j'allais dire presque plus institutionnelle quelque part, c'est que tous ces dirigeants, et ça, c'est peut-être la différence d'ailleurs avec Trump, tous ces dirigeants sont ceux qui ont été pratiquement instigateurs du problème. N'est-ce pas? Ils sont à l'origine du problème. Typiquement Emmanuel Macron, Keir Starmer, il est un peu dans la continuité. Pourquoi concrètement, quand vous dites ça, par exemple, en quoi Macron a-t-il été instigateur? Déjà parce que, en tant que pays garant, enfin président d'un pays qui était garant des accords de Minsk, il n'a pas su... faire pression sur le gouvernement de Kiev pour que Kiev mette en place les dispositions des accords de Minsk. Ouais. Et je rappelle, je l'avais écrit déjà dans mon livre Opération Z, mais que la fameuse conversation téléphonique auquel avaient assisté des journalistes, cette conversation avait été relatée par le Figaro, si ma mémoire est bonne. Il y a le verbatim qui était sorti, oui. Et puis il y avait eu une vidéo qui était sortie de cette conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Oui. Où Emmanuel Macron dit finalement des choses qui sont exactement à l'inverse de ce qui est écrit dans les accords de Minsk. Ce qui signifie qu'il ne les a même pas compris ou pas lus lui-même. Peut-être pas lus, oui. Enfin, voilà. Et par conséquent, on comprend mal, n'est-ce pas? Le problème, c'est que sa responsabilité, c'est de faire appliquer ces accords. Mais s'il ne les a pas lus, alors ça pose un problème. Et je pense qu'on est un petit peu dans ces problèmes-là. L'essence des accords de Minsk n'a pas été compris par les pays qui étaient garants et qui étaient chargés d'aider l'Ukraine à les mettre en œuvre. Et pardon, Jacques Bourg, quand même rappeler l'extraordinaire conversation de François Hollande avec les 2 humoristes russes qui sont passés pour Poroshenko et qui disaient mais l'accord de Minsk, en aucun cas on voulait le vivre, on attendait que l'armée ukrainienne se Alors renforce. Ceci explique sans doute cela, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, Angela Merkel a dit la même chose, Petro Poroshenko a dit exactement la même chose, et Volodymyr Zelensky a dit exactement la même chose, qu'il n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Donc, on voit bien que les Occidentaux, mais les deux, surtout les pays garants, de nouveau, moi j'ai de la compréhension pour ceux qui sont impliqués, puis qui, pour une raison ou pour une autre, ont le sentiment qu'ils font une guerre. Donc, je peux comprendre ça. Quand on est ukrainien, on fait la guerre comme un Ukrainien, et quand on est un Russe, on fait la guerre comme... Je peux comprendre ça. Mais j'ai plus de peine à comprendre celui qui est à l'extérieur du conflit et qui se place comme une partie au conflit. Et c'est le cas de la France et de l'Allemagne, justement pour les accords de Minsk. Je crois, nous avons une auditrice. Nathalie qui appelle d'Ivry-sur-Seine. Oui, bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question à Jacques Beau. C'était, vous lui avez demandé quel est l'intérêt de Macron, mais également de l'Allemagne à pas vouloir négocier cette paix. Et je me demandais si, et donc je voulais savoir ce qu'il en pensait, je me demandais si l'intérêt de l'Allemagne, c'était pas que mine de rien, grâce à ce conflit, alors que dans tous les accords depuis 1945, il a été dit que l'Allemagne ne devait pas se réarmer, et bien mine de rien, l'Allemagne est en train de se réarmer, et donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et j'en profite pour dire que je fais partie de l'association Apocalypse Non, et ça fait 3 ans qu'on distribue des tracts et qu'on essaie d'informer la population pour arrêter cette escalade guerrière, et qu'on est clair et qu'on veut pas que des armes soient données à l'Ukraine et qu'on remette sans cesse des pièces dans la machine. Voilà, merci. Merci Nathalie. Oui, Jacques Beau. Alors c'est une bonne question, et il y a sans doute beaucoup de ce qu'a dit cette auditrice dans la réflexion, non pas seulement de l'Allemagne, mais des Occidentaux en général. Vous voyez, à la fin de la guerre froide, pendant la guerre froide, nous avions tous les pays européens, y compris d'ailleurs mon pays, la Suisse, avaient un complexe militaro-industriel assez sophistiqué et très complet.
Et à la fin de la guerre froide, on s'est dit, maintenant, on peut serrer la main aux Russes, donc ça ne vaut plus la peine. On a démantelé ces choses-là. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se disent, on est désarmé, il faut réarmer, etc. Mais si on réfléchit bien, la raison pour laquelle on a désarmé, c'est qu'on n'avait plus besoin d'armes. N'est-ce pas? Et que oui, c'était la fin de l'histoire. C'était ce que certains ont appelé la fin de l'histoire, mais ce qui était aussi quand même le début de quelque chose d'autre. Et c'est là où on a loupé le coche quelque part, parce que la meilleure sécurité, et c'est là où les Russes ont une vision qui est quand même beaucoup plus, comment dire, une vision plus visionnaire, si vous passez cette expression, que nous. Cette idée de sécurité par la coopération et non pas par la confrontation me semble être une vision beaucoup plus pérenne, beaucoup plus intéressante pour le futur que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Durant la guerre froide, on avait une sécurité par la confrontation. Et on avait les deux blocs qui se regardaient face à face et puis qui s'armaient de chacun de leur côté. Forces, etc., etc. Ça a garanti la paix pendant 50 ans. Voilà. OK. Mais on s'est aperçu avec la fin de la guerre froide qu'il pouvait y avoir autre chose et que finalement, se serrer la main et travailler ensemble, c'est aussi une manière d'assurer la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on s'est désarmé. En réalité, il y a des fauteurs de guerre qui ont utilisé l'Ukraine pour créer un foyer de conflit. Pour aujourd'hui, alors c'est ce qu'on a entendu le 5 mars avec l'allocution d'Emmanuel Macron, où il a commencé à broder littéralement sur les événements pour dire que la Russie allait nous attaquer, qu'il fallait s'armer, etc. Et tout. Donc on a créé un véritable fantasme autour d'une situation qu'on a essayé de dramatiser. Même d'ailleurs, vous avez des gens qui sont d'ailleurs de bonne foi, qui disent oui, c'est vrai, on a des armées, et puis on devrait avoir des armées plus puissantes, et puis on a les armées qui sont adaptées à notre politique de sécurité. Si notre politique de sécurité est une politique qui est plus coopérative, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'armées? On doit avoir une armée, donc ça j'en suis conscient. Mais il y a encore des complexes militaro-industriels qui veillent à leurs intérêts propres. Oui, bien entendu, mais vous voyez, pendant la guerre froide, typiquement, on n'a pas eu de guerre. Mais on a quand même, ces complexes militaro-industriels ont quand même été florissants, prospérés. N'est-ce pas? On a remplacé les chars tous les 10 ans, tous les 20 ans, on a remplacé les avions, etc. Même dans la paix, un complexe militaro-industriel peut survivre de manière tout à fait convenable. Donc la question, elle n'est pas vraiment là, la question est vraiment la finalité. Et je rappelle, les Russes avaient été, ou les Soviétiques à l'époque, avaient été à l'origine du processus d'Helsinki, comme on l'a appelé, en 72, qui a conduit à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui est devenue l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et c'est ce que les Russes ont toujours eu en tête comme successeur au système OTAN-Pacte de Varsovie. C'est-à-dire une organisation qui lie tout le continent européen dans une seule maison, la fameuse maison de Gaulle d'ailleurs. La maison commune de l'Atlantique à l'Oural. Exactement. Et rappelons que le pacte de Varsovie a disparu depuis des lustres. L'OTAN, lui, est toujours là. On va continuer à en parler après toute cette petite pause et je sais que nous avons d'autres auditeurs. Restez avec nous. Nous allons continuer à en parler avec Jacques Beau. 14h, André Berkoff. Et nous avons, je crois, Philippe qui nous appelle de Caen. Philippe, bonjour. Vous êtes là? Bonjour André, bonjour Jacques Beau, bonjour mon colonel. Très rapidement Philippe, parce que nous arrivons en plein d'émission, mais on est ravis de vous entendre, allez-y. Allez, je passe la deuxième. Oui, bon, je pense que l'opération stratégique, là, pour les bombardiers, je pense que le Mi-6, est pas anodin. Moi, je voudrais connaître votre point de vue sur la situation des laboratoires pilotés, ça a été soulevé par Kiev et les USA, et les laboratoires chimiques. Les biolabs, vous appelez, oui, laboratoires chimiques, d'accord. Les Russes avaient assuré disposer de preuves. Alors, mon colonel, j'aimerais avoir juste une réponse. Quelle est la riposte des Russes dans le cas d'une telle attaque par exemple, des jusqu'au-boutistes bandéristes? Est-ce que ça serait possible, un scénario possible? Merci. Alors, tout d'abord, concernant ces laboratoires biologiques, alors, je vous avoue que j'en ai traité dans un de mes livres, pas dans le dernier, parce que j'avais déjà traité la chose par le passé.
Alors, les laboratoires biologiques, c'est pas des armes biologiques telles qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire que vous, comme on avait pendant la Première Guerre mondiale, on diffuse le bacille de la peste ou je sais pas quoi. C'est pas ça. D'après les documents que j'ai vus, il se serait agi de systèmes de manipulation génétique de virus qui fait, par exemple, et il y avait eu des études dans ce sens-là, d'ailleurs en Afrique du Sud. Si vous lisez mon livre, je crois que c'est Russie entre guerre et paix, Ukraine entre guerre et paix, j'avais décrit tout ça, mais j'avais connu à l'époque, donc dans les années 80, les Sud-Africains avaient essayé de travailler sur des armes bactériologiques qui n'auraient touché que la population noire et pas la population blanche. Et apparemment, il semble que les Ukrainiens aient essayé de faire quelque chose de semblable en faisant une différenciation entre les gènes des Russes et les gènes des Ukrainiens. Voilà. Je simplifie beaucoup le problème, mais c'est un peu dans ce sens-là. Donc on n'est pas sur des attaques bactériologiques comme on le voit dans le cinéma. Jacques Beau, excusez-moi parce qu'on arrive en fin d'émission. Non, mais je voudrais, ce que demandait Philippe, riposte de Poutine possible, quoi, ou qu'est-ce qui peut se passer sans faire de prédiction, mais il est obligé de répondre quelque part. Oui, mais je pense que la Russie va répondre alors dans son, j'allais dire, dans le cadre de son champ de territoire d'opération, si vous voulez. Ils vont pas commencer. Ils vont pas déclencher un bombardement massif voilà, de l'Ukraine, ils vont peut-être accélérer le mouvement qu'ils ont. Ils vont peut-être détruire plus brutalement un certain nombre de positions ukrainiennes. Je ne pense pas que les Russes vont s'attaquer à la population ukrainienne, mais de nouveau, leur objectif, c'est de détruire les forces ukrainiennes. Mais j'ai un peu de peine à voir. Ils vont s'attaquer davantage, par exemple, à toutes les installations du complexe militaro-industriel qui aujourd'hui ont été disséminées à travers toute l'Ukraine. Hein. C'est un peu la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Mais de nouveau, ce que je décris d'ailleurs dans mon livre, c'est que la résistance en Ukraine, cette résistance ukrainienne renseigne sur l'endroit de ces ateliers clandestins. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est je t'aime moi non plus, mais il y a des je t'aime. Il y a des je t'aime et c'est beaucoup plus frappant qu'on ne l'imagine. Et il est possible que la Russie décide de frapper plus, disons, plus sévèrement on va voir cela, on va suivre cela. Lisez Jacques Beau, Guerre secrète en Ukraine, ça vient de paraître et ça vous éclaire vraiment.